Bienvenue sur le podcast d'Ele, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Bonjour à tous, bonjour dans le 12e podcast d'Ele. Ce podcast est dédié donc au Data Act et à l'impact que cette réglementation a sur le SAM et les achats logiciels. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Nadège Martin. Nadège, bienvenue et je te laisse te présenter. Merci Guillaume, bonjour à tous. Donc Nadège Martin, je suis associée au sein du cabinet Norton Rose Fulbright et en charge de la practice technologie et innovation qui couvre notamment le sujet IT, mais également données personnelles, cyber, télécom et propriété intellectuelle. Voilà, et j'aurai le plaisir d'échanger avec toi Guillaume sur cette réglementation plus que passionnante. Merci Nadège pour ton temps. Nadège, on va déjà un peu défraîchir un peu ce qui se passe. C'est quoi le Data Act? C'est quoi les définitions? C'est quoi l'objectif principal? Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Data Act pour le commun des mortels? Et on va ensuite aller plus loin sur le calendrier, sur ce que c'est, ce qu'on vise ici dans cette nouvelle réglementation. Alors, il est difficile de faire synthétique avec le Data Act, mais je vais C'est un défi, c'est le défi de l'année 2026, c'est rendre synthétique une réglementation européenne extrêmement complexe. disons qu'elle est, en tout cas, elle a le mérite d'être riche. Je dirais en deux mots, le Data Act, dans toute la stratégie numérique, le Data Act, c'est la réglementation européenne qui vise à favoriser un marché plus compétitif de la donnée au sein de l'Union européenne. Mais autour de ce dénominateur commun qu'est la donnée, on a en fait au sein du Data Act une série de chapitres, avec chaque chapitre qui va adresser des sujets assez spécifiques, certains étant spécifiques et propres en eux-mêmes et d'autres étant un peu plus transverses aux différents sujets. Le Data Act, je pense que tout le monde aura entendu parler des deux grands piliers principaux, le premier étant autour des objets connectés, et ce sont en fait les dispositions qui visent à faciliter l'accès et le partage des données qui résultent de l'usage de produits connectés et de services connexes. Et l'autre grand pan de la réglementation, c'est le switching, c'est-à-dire l'objectif étant de faciliter le changement de fournisseur cloud pour aller vers un autre fournisseur, même concurrent, ou voire pour réinternaliser sa solution précédemment externalisée. Donc, autrement dit, et je vais essayer de le transcrire pour le commun des mortels là de manière très simple, je suis chez un fournisseur mobile ou Internet, aujourd'hui dans un titre perso, le changement est quasiment transparent pour nous, consommateurs. Le but de ce Data Act, c'est de faire la même chose sur la partie switching pour les entreprises. C'est ça. En gros, si on doit transposer. Exactement. Cette réglementation, c'est quoi son calendrier? Parce qu'on a fait des événements, on a fait un événement ensemble en 2024. Il y a eu des choses qui se sont passées en 2025 aussi. Est-ce que tu peux juste nous repréciser un peu tout ce calendrier? Alors effectivement, comme le Data Act adresse différents sujets, on n'a pas une date unique d'entrée en application dans le Data Act, on a des séries de dates. Donc globalement, entrée en vigueur, c'était en juin 2024 et à cette date, une seule disposition est entrée en vigueur, c'est en relation avec le switching dont on parlait, c'est l'obligation pour les fournisseurs d'appliquer des coûts réduits. On en parlera probablement un petit peu plus en détail, mais en termes de calendrier, c'est la seule obligation qui a démarré en même temps que l'entrée en vigueur. Ensuite, 12 septembre 2025, majoritairement, les dispositions du Data Act sont entrées en application, sauf pour certaines qui vont encore entrer en vigueur en 2026, voire en 2027, et qui s'attachent plus soit au sujet des produits connectés, soit au sujet des clauses abusives. Ok.
On parle beaucoup de données. Quelles sont les données spécifiquement concernées par ce Data Act? Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça inclut pas? Est-ce qu'il y a un flou? Est-ce que tu peux un peu nous éclairer sur tout ça? Alors, un texte à géométrie variable, une définition de données à géométrie variable, de manière assez évidente. C'est-à-dire que là encore, selon le sujet, c'est la raison pour laquelle il est toujours important d'aller se rapporter au texte, hein, c'est le juriste qui dit ça, mais c'est d'autant plus important pour cette réglementation parce que si on parle des produits connectés, eh bien, les données que l'on va viser, ce sont finalement les données qui sont liées à la performance, qui sont liées à l'utilisation, qui sont liées à l'environnement du produit connecté, à l'exclusion du contenu. Si on parle du switching, eh bien, on va parler finalement des données que l'on va ingérer, entrer, saisir dans la solution cloud, et puis les données que la solution cloud génère elle-même lorsqu'on l'utilise. Et ce sont ces données plus les métadonnées associées qui sont sous le coup de l'obligation pour le fournisseur d'extraction et d'assistance à, on va dire, l'exportation, à son export dans une autre solution. Voilà, donc on a, mais dans tous les cas de figure, je dirais, quel que soit le sujet, on est bien sur des données industrielles ou des données business métier et non pas sur de la donnée à caractère personnel, même si bien sûr, dans les données, on a des données à caractère personnel et on a un recoupement avec le RGPD. Sur ce focus, là, on va venir plutôt sur le focus du changement de fournisseur, puisqu'on a bien compris le domaine, un peu en quoi ça consistait. En fait, les obligations qu'on va introduire dans ce Data Act, c'est de supprimer un peu les barrières commerciales, techniques, contractuelles au changement de fournisseur, de le rendre plus fluide, un peu comme mon fournisseur de mobile ou Internet que je mentionnais précédemment. Ça consiste en quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on vise en termes de restrictions et comment on met en pratique ce Data Act? La question elle est large, hein. Est-ce qu'on doit considérer tous les fournisseurs de cloud? Est-ce que c'est rétroactif? Est-ce que je dois mettre à jour mes contrats? Comment je fais en fait concrètement? Ah, tu es bien curieux, tu as bien beaucoup de questions. Alors, je vais répondre à la première. Déjà, sur les obstacles, effectivement, ce sont en fait des globales à toutes les phases. Phase précontractuelle, phase contractuelle, phase d'exécution du contrat, ce sont vraiment toutes ces phases qui sont visées. Et ce sont effectivement tout type d'obstacles que l'on peut avoir et qui viendraient finalement nous empêcher ou nous limiter dans la possibilité de changement, soit parce qu'on a des conditions commerciales, financières qui ne nous permettraient plus de bouger, parce qu'on cherche à nous allouer ou à nous consentir des avantages en contrepartie d'un engagement. C'est le fait de nous interdire de résilier à bref délai, de nous interdire de conclure un nouveau contrat et inclus avec un tiers concurrent. Mais ça peut être aussi sur un plan technique, de ne pas avoir une solution avec des formats ouverts qui finalement, techniquement parlant, là encore, nous ralentit ou nous retient dans l'envie d'aller chez un tiers en raison d'une complexité, etc. Alors, bien évidemment, lorsqu'on est en présence d'une solution cloud customisée, configurée à des besoins spécifiques, qui ne fait pas partie je dirais, de la gamme catalogue du fournisseur, toutes les dispositions du Data Act sur la partie switching ne vont pas être applicables. Il y a des dérogations parce qu'on est sur une solution particulière. Mais pour autant, il faut le savoir, il faut que le fournisseur nous ait prévenus et ça ne veut pas dire qu'elle sort complètement du champ du Data Act. C'est juste que certaines obligations vont pouvoir être aménagées. En revanche, pour les autres, eh bien, on doit retirer ces barrières et on doit assurer une fluidité dans le changement à tout niveau et à tout moment. C'est rétroactif en un sens, c'est-à-dire que ça va s'appliquer au contrat en vigueur. Donc en soi, c'est rétroactif, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas seulement au contrat nouvellement conclu depuis soit 2024 ou depuis le 12 septembre 2025.
En revanche, bien évidemment, par exemple, une obligation d'appliquer des coûts réduits, si on a fait une migration en 2023, on ne peut pas exiger des remboursements ou des choses comme ça. C'est en OK, ce sens que ce n'est pas totalement. rétroactif. Mmh. Voilà. On a finalement un champ quand même d'application qui est assez vaste. Ça va s'appliquer à tous les fournisseurs, même étrangers, dès lors qu'ils fournissent des services au sein de l'Union européenne. Donc si je dois là le mettre en pratique, et que j'ai un contrat qui n'est pas en droit français, est-ce que Alors, le Data Act s'applique? Parce que c'est souvent la problématique, hein, on l'a vu dans un épisode précédent de ce podcast, que souvent le point clé était de négocier le droit français pour un certain nombre de raisons, qu'on passera et qu'on pourra orienter vers le podcast précédent. Mais c'est de dire, si on a un droit américain, si on a un droit anglo-saxon, quel qu'il soit, si on a peu importe, est-ce que le Data Act est applicable quand même? alors, c'est comme le RGPD, c'est-à-dire qu'on est en fait sur une Ok. réglementation qui est d'ordre public. Donc, même si on a un contrat qui est soumis au droit étranger, nous, très récemment, on a négocié un contrat en droit anglais. Cela étant, dans le contrat, en fait, concerne une plateforme qui sera en fait développée dans plusieurs pays, dont des pays européens. Pour les pays européens, les entités au sein de l'Union européenne, celles-ci vont pouvoir revendiquer le bénéfice du Data Act indépendamment du droit du contrat. En revanche, les entités étrangères n'en bénéficieront pas. C'est un sujet, c'est par exemple en sens inverse, si je dis que j'ai un accord cadre en droit français, mais que cet accord cadre permet de bénéficier à des filiales autant en Europe que hors Europe, il y a en fait une marge de discussion aujourd'hui sur l'applicabilité du Data Act aux entités non européennes, alors même que le contrat est en droit français. Donc la question, en fait, se pose dans les deux sens. Ok, merci Nadège pour ces précisions. On va essayer d'avoir maintenant quelques questions autour de l'impact sur les contrats et ça sera clé pour le SAM, les contract managers et évidemment les acheteurs. Le Data Act va introduire et a déjà introduit pardon, une liste de clauses et à quoi on doit être attentif. Est-ce que tu peux nous donner des points auxquels être attentif en tant que SAM, contract manager ou acheteur, et qu'on doit, nous, en tant que professionnels, enfin, clairement identifier et surveiller, soit dans les contrats actuels, soit dans les contrats futurs? Alors, les clauses du Data Act sont, je dirais, essentiellement orientées autour de la sortie. Le droit de résiliation, l'assistance à fournir pour faciliter la sortie, pour concourir à cette stratégie de migration que le client souhaite à un instant T. Ce sont essentiellement, en fait, ces clauses-là, sachant qu'au-delà des clauses dans les contrats, il y a une obligation d'information précontractuelle qui est aussi renforcée, avec des obligations pour les fournisseurs de faire apparaître, des éléments d'information sur leur site ou sur des supports, aisément accessibles. Je dirais la première chose, et là on l'a vu, très concrètement, récemment sur des projets, c'est déjà de s'assurer qu'il y a des dispositions sur le Data Act. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On se rend compte que tous les contrats ne sont pas encore pleinement en conformité. Ensuite, quand on identifie, qu'il y a une section, dédiée à la transposition du Data Act dans le contrat, c'est de s'assurer de la manière dont les clauses sont rédigées et tout particulièrement les restrictions que l'on voit fleurir dans les contrats cloud de certains fournisseurs, que ce soit en fait en SaaS, en IaaS, en PaaS. On voit en fait des jurisprudences qui se construisent par ces fournisseurs dans leurs contrats. Donc on peut voir par exemple des restrictions sur le fait que, le droit à revendiquer le bénéfice du Data Act se ferait pour des offres cloud publiques, sous-entendant que le cloud privé en serait exclu.
Je le disais tout OK. à l'heure, effectivement, les solutions configurées, customisées, ne profitent pas de l'ensemble ou en tout cas le socle, réglementaire est aménagé pour ces solutions-là, mais pour autant, il n'est pas exclu. Ces solutions ne sont pas non plus exclues et pour le cloud privé, il n'y a pas de démonstration que toute solution en cloud privé, ne serait pas une solution largement proposée, offerte, fournie aux clients, Mmh. donc, et on voit aussi, par exemple, des restrictions sur le fait que, ces dispositions ne seraient valables que pour des bons de commande passés à partir de telle date. Ouais, Donc donc on en fait, voit on a des voilà, éditeurs qui essayent de s'arranger un peu par rapport à une nouvelle, disposition qui est extrêmement contraignante potentiellement pour eux. on s'était dit en 2024, Mmh. je le Mmh. redis, on voit toujours que du pire, certains arrivent à en tirer le meilleur. Voilà, Ouais. je n'en dirai pas plus. Mais on le voit, c'est-à-dire qu'on l'observe concrètement, dans effectivement des rédactions. Évidemment, le texte, c'est beaucoup trop récent pour pouvoir apprécier aujourd'hui sur certains sujets, qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Ouais. Cela étant, de toute façon, ce sont des dispositions impératives et le jour J, quand on a besoin de les activer, eh bien, elles seront activables, non pas au regard de ce qui est écrit dans le contrat, mais au regard, en fait, de ce que la réglementation impose et c'est ça aussi qu'il faut, en fait, avoir en tête, non pas de se dire: «Ce n'est pas à challenger», mais en tout cas, ce sont des choses à documenter et à conserver, en fait, en tête pour, derrière faire valoir, en fait, ses droits. Sachant que, je le rappelle, la réglementation n'est pas un droit pour le client, c'est avant tout une obligation pour le fournisseur et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de constater que c'est souvent transformé comme un droit pour le client à revendiquer alors que la réglementation, c'est une obligation pour les fournisseurs demain de faire, enfin dès Ouais, aujourd'hui. c'est hyper important ce que tu dis, j'aimerais le préciser. Je suis éditeur, on négocie un contrat et tu me dis: «Bon, bah, on va appliquer le data act pour X raisons» et moi, en tant qu'éditeur, je dis: «Non, c'est pas applicable». Et là, qu'est-ce que je fais concrètement? Vers qui je me tourne? Alors, je peux faire l'escalade et cetera, mais, est-ce que, heu, enfin, on cherche toujours un peu des baguettes magiques, nous, en tant qu'acheteurs, en se disant: «Bah, on va appuyer tel levier» et cetera. Comment je réponds là, concrètement, à l'éditeur qui me dit: «Non, mais en fait, moi, je suis pas concerné, merci, au revoir»? Comme je le disais, il n'y a pas de cas de figure où on ne soit pas concerné. On peut être concerné d'une manière différente pour des solutions customisées qui ne sont pas dans le catalogue, pour lesquelles en fait le droit de sortie rapide, est moins rapide, par exemple. Mais cela n'interdit pas tout le reste des obligations, l'information précontractuelle, la justification qu'on n'est pas en fait sur une solution, catalogue, mais qu'on est sur une solution hautement, customisée, que l'on est en fait sur des contraintes techniques très particulières et cetera. Donc il y a en fait une documentation, on ne peut pas juste dire, Non, je suis c'est pas concerné. voilà. Et si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, je suis éditeur, je dis: «Non, non, 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 non», je suis pas dans la construction parce que j'ai plein de raisons de pas l'être. Hem, est-ce que le client doit faire un référé? C'est quoi ses moyens d'action si l'interlocuteur en face dit: «Non, en fait, le data act, ça n'existe pas pour moi»? Comment on fait? Alors Enfin, faire un et référé dans le c'est tout cadre nouveau, d'une hein, là, négociation. c'est une question un peu, en projection. C'est parce que potentiellement ça arrivera ou pas, j'espère que ça n'arrivera pas, mais ça pourrait arriver. Là, je pense comme ça spontanément en référé. Est-ce que je qu'est-ce que tu en penses, en fait? Alors, si effectivement on est en fait sur une solution, que l'on souhaite en fait on souhaite en fait migrer. C'est plutôt je dirais c'est pas tant au stade de Ouais. la négociation, de la Oui, discussion, vraiment en bien fait sûr, au bien stade sûr, de l'exécution bien sûr, tu as et tout à fait arrive raison. en fait le Ouais. voilà, l'instant T où on se dit: «On souhaite migrer». On souhaite le faire, selon les conditions, offertes par le Data Act et on s'entend dire: «Non», et bien oui, un référé, serait, tout à fait en fait envisageable. De la même manière que quelque part on préanticipait parfois déjà, dans le cadre des discussions un peu ardues au moment en fait d'une sortie de contrat,
il nous est arrivé déjà d'utiliser en fait le référé pour, pouvoir en fait, obtenir gain de cause sur l'assistance à la migration et cetera. Donc, c'est quelque chose mais effectivement, c'est quelque chose que l'on peut avoir comme outil pour, à ce moment-là, faire valoir, ce que le Data Act, impose. Ça c'est un 1er point. Après, il faut savoir que la situation, la situation en fait d'un fournisseur qui dirait: «Non, de toute façon aujourd'hui on ne la connaît pas dans tous les cas de Oui, figure». Si un c'est client clair. souhaite partir, il va partir. La question c'est à quel coût? Ouais. Et Et ben justement, et mais malheure justement, malheureusement en fait quelque part sur ce point, je dirais que tout n'a pas changé ou tout n'est pas révolutionné avec le Data Act. Un point qui est révolutionné, c'est le coût entre guillemets «le coût de sortie». Je mets de côté les engagements que l'on a pris sur mmh, les 3 ans, j'en parlerai après, mais déjà sur le coût de sortie de la donnée, l'extraction de la donnée, qui pouvait être facturé, à des tarifs plutôt conséquents et qui pouvait souvent retenir, mmh. justement un client C'est une de barrière de plus à franchir. exactement et donc ce sont ces fameux coûts réduits. Les coûts réduits aujourd'hui s'appliquent au, coût, je dirais, de sortie des données, d'extraction des données et au coût d'assistance à la migration. Sur le coût d'extraction des données, en fait, ces coûts sont à déterminer, pays par pays et nous, en France, l'Arcep a dit: «Ces coûts doivent être à coût zéro» et ça a été confirmé par un arrêté. Donc, l'Arcep, en gros, ne voit pas quels seraient les coûts réels, de sortie des données. En revanche, pour aujourd'hui les coûts d'assistance à la migration, on n'a pas encore les lignes directrices de l'Arcep nous permettant en fait de savoir, ce qui est à prendre en considération ou pas. Globalement, est censé être à coût réduit et à partir de 2027 sera censé être à coût zéro. Les coûts d'assistance à la migration, c'est-à-dire, si les données, dans la solution source n'étaient pas sur un format largement exploitable, eh bien, quelque part, le coût de transformation de la donnée est à la charge du fournisseur d'origine. Si en revanche, c'est parce que ma solution cible devait être très spécifique sur un format particulier, alors le coût reste sur le client. Donc c'est vraiment, il y a quand même en fait un distinguo qui est fait dans les différentes opérations dans le cadre du processus de migration. Tout ce qui est de facto, de manière assez inhérente à la sortie, à la charge en fait du fournisseur d'origine doit être à coût réduit, puis à coût zéro, mais avec aujourd'hui une certaine incertitude sur ce dont on parle exactement et qu'est-ce que ça veut dire coût réduit? Ce sera plus simple quand ça sera coût Mmh. zéro en 2027. Et on attend pour ça les lignes directrices de l'Arcep. Et Voilà. on voit aussi que les fournisseurs, et là je pense surtout aux cloud providers, ils ont bougé, hein. Quand on a fait notre intervention en 2024, pour un client, on a vu, très rapidement, je me souviens plus l'ordre, mais les 3 gros ont bougé. Azure, AWS, GCP, avec certains des limitations quantité de données sorties, mais passé quasiment de payant, enfin oui payant, et il y avait un certain coût, tu l'as mentionné, à ces fameuses ingress costs, qui sont devenus gratuits, avec pour certaines limites, mais qui vont encore évoluer. Donc pour les SAM, les acheteurs, ayez bien en tête que tout ça est extrêmement mouvant et donc on vous invite à, vérifier, ces fameux coûts de sortie à frais réduits ou à coût zéro ou, pour certains les ingress costs, qui sont, nuls pour, certains cloud providers. C'est Heu, effectivement, en fait, l'objectif mmh, premier sur ces coûts, c'est lequel? C'est finalement de se dire que, si en fait les coûts sont essentiellement facturés à la sortie, ça ne place pas en fait les fournisseurs sur un plan d'égalité. mmh, Pour ceux qui, dès l'entrée finalement anticiperaient les coûts de sortie et donc l'objectif de la commission était de dire: «Eh bien, en réduisant les coûts de sortie et donc la mauvaise surprise, ça oblige finalement tous les fournisseurs éventuellement à anticiper ces coûts de sortie dès l'entrée
et donc à réaligner en fait les tarifs et pas à se croire mieux disant là où Mmh. à la sortie on peut avoir une mauvaise surprise. C'est ça l'idée. Il faut savoir aussi qu'en France, on est allé plus loin que le Data Act puisqu'on a la loi Sren, qui, qui a transposé par anticipation ou implémenté, puisqu'on n'est pas en transposition, mais implémenté par anticipation des dispositions du Data Act. Et on a en fait aussi, par exemple, une réglementation très spécifique sur l'octroi de crédits informatiques, les avoirs informatiques, Les euh, credit funds, des choses comme ça, c'est ça que tu mentionnes? c'est ça, voilà. Et donc, de la même manière, on a en fait sur ce genre de sujet maintenant une réglementation très spécifique en France, avec des sanctions à la clé pour les fournisseurs qui ne respecteraient pas la manière dont on peut désormais octroyer ces avoirs informatiques qui quelque part forgent une forme d'exclusivité ou de captivité. Et voilà, l'échange Non, est mais des tu as raison, parce que là, on parle de la sortie, mais il y a aussi à l'entrée, bon, les cloud providers proposent des crédits pour faciliter l'entrée. Et donc, on imagine ils veulent nous retenir, et c'est bien normal dans leurs opérations. Donc, je suis Sam. Quelle est l'action la plus urgente à entreprendre pour moi dès aujourd'hui et potentiellement tirer parti de ce Data Act? En fait, C'est une question très large, hein. ouais, 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 mais je dirais si je suis Sam, bon, bien évidemment, j'ai mes contrats cloud, en cours ou à venir à négocier et c'est bien évidemment Mmh. de voir ce qui est prévu, de, voir et notamment, c'est ce que je disais, les Mmh. restrictions, les petites Mmh. particularités, les bizarreries qui peuvent aussi donner quelque part On s'arrange de une cette nouvelle disposition. voilà et qui peuvent en fait, bah, donner aussi le ton de ce à quoi on peut s'attendre avec tel fournisseur le jour où on a besoin de l'actionner versus un autre. Et après, il y a, les cas concrets. C'est-à-dire et c'est là pour moi le point le plus important, c'est que pour les contrats dont justement on souhaitait finalement peut-être en finir un peu plus tôt que, ce que l'on pensait, ou bien on le voit aujourd'hui en ce moment dans le cadre de réorganisation corporate, d'achat de société, où on se retrouve avec un héritage, de contrats en cours dont on n'a pas nécessairement besoin et qui sont encore là pour 2 ans ou pour 3 ans. Eh bien, c'est peut-être dans un premier temps pour les SAM de s'axer sur ces contrats pour lesquels l'engagement va peut-être au-delà d'une stratégie informatique qu'on redessine ou, tout simplement du fait qu'on est avec des solutions en parallèle à raison, voilà, de la récupération de sociétés et où on se sent un peu lié, Mmh. par ces engagements existants et de voir pour ces contrats-là, pour lesquels on aurait éventuellement une envie ou une stratégie de sortie, de voir quelles seraient les conditions applicables, comment concrètement on peut faire avec ces contrats-là pour y mettre fin plus tôt. Et c'est là où je reviens sur l'histoire quand même des coûts. On parlait des bonnes nouvelles avec les coûts réduits, et cetera. Demeure toutefois l'engagement et là-dessus, le Data Act, le rappelle. Certes, et c'est là la différence peut-être, avec, le consommateur, c'est que certes, vous avez la possibilité aujourd'hui de sortir vite, mais pour autant, si vous étiez sur un engagement de 3 ans, le fournisseur a le droit d'appliquer des résiliations, enfin des pénalités, de sortie anticipée. Mmh. Normalement, selon la réglementation, ces pénalités sont censées avoir été discutées au stade précontractuel. Or, bah, pour les contrats en cours, pas nécessairement parce que, le principe, bah, c'est de poursuivre le contrat et l'engagement jusqu'à son terme pour ne pas en perdre le bénéfice. Donc on n'a pas forcément bien souvent d'ailleurs on le voit, même nos clients sont frileux, c'est-à-dire quand on leur dit: «Mais anticipons et voyons quel serait le Ouais. montant si vous souhaitiez sortir avant» et non, parce qu'on le verra commercialement le jour J.
Ouais, Donc, mais et ça, on sait que c'est pas bon. Toujours bien anticiper et de se poser, de prendre le temps pour réfléchir, regarder les différents scénarios, c'est tout ce qu'on prône. ouais. Ce que tu mentionnes là, c'est extrêmement intéressant. J'y avais pas du tout pensé, mais on voit beaucoup de fusions, acquisitions, etc. dans tous les sens, avec des recouvrements, des overlaps de produits. Ouais. Et il est vrai que de se dire, ben, ça m'offre une porte de sortie, mais peut-être que je vais payer des pénalités ou pas, hein, parce que potentiellement dans les contrats, il y a des choses qui n'existent pas ou qui existent. De s'ouvrir ce champ des possibles est extrêmement intéressant. Merci, j'y avais pas du tout pensé. C'est un vrai En fait, bénéfice. les 2-3 cas que l'on a en ce moment, bon, il y a les sujets corporate, mais l'autre sujet, c'est par exemple sur, justement l'assistance à la migration. Généralement, on va voir en fait dans les contrats une belle clause, des beaux principes, un plan de réversibilité, mais combien ça coûte? Hum, On ne sait pas trop. Et donc, aujourd'hui, eh bien, le Data Act prend son sens dans le cadre de discussions qu'on a sur des contrats anciens pour lesquels on souhaite sortir, migrer et où le client apprend que, cette assistance coûterait X. Je ne parle pas du coût de sortie de la hum, donnée, mais vraiment du coût d'assistance du prestataire ouais. et où là, en fait, les lignes directrices de l'ARCEP pourront, probablement aussi être d'une aide, mais en tout cas, on a d'ores et déjà, en fait, des discussion sur ce sujet. Et donc, voilà, sur le coup de la sortie anticipée, on peut très bien imaginer que j'ai un engagement sur 3 ans et que le fournisseur me dise: «Pas de souci, vous pouvez arrêter au bout d'1 an et demi, mais vous me payez, La ce que totalité. vous pouvez payer, sur les 3 ans». Et c'est là où en France, on n'a pas encore une articulation très nette avec le Data Act et notre jurisprudence existante, puisqu'on a en fait une jurisprudence assez fluctuante. On n'a pas une position très constante sur, quelle est déjà, est-ce qu'une clause de dédite, qui, finalement, permet de sortir, mais en payant, la totalité ou 80 du reste du contrat, est-ce que c'est ou pas une clause pénale? Toutes les juridictions ne disent pas la même chose. Hum, Si c'est une clause pénale, la conséquence, c'est qu'un juge peut la revoir et la juger excessive ou dérisoire. Donc il peut revoir le montant à la hausse comme à la baisse. Et on a en fait des jurisprudences qui vont pouvoir considérer que obliger le client à payer l'intégralité du prix n'est pas excessif. Et hum. inversement, on a des jurisprudences qui ont pu considérer que payer 80 du prix était excessif. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, c'est qu'il est aujourd'hui un petit peu difficile, comme on n'a pas de recul, d'articuler le Data Act avec nous, notre jurisprudence en France sur la sortie anticipée et le coût de cette sortie anticipée. D'où le fait que finalement, l'obligation qui est faite aux fournisseurs d'informer sur le coût de cette sortie prendra aussi Mmh. tout son intérêt pour pouvoir déjà savoir à quelle sauce on serait mangé en cas d'exercice de cette migration. Justement, donc bon, sur ce côté, enfin, c'est pas un flou, on ne sait pas comment ça va tourner, c'est une chose et effectivement, je pense qu'avoir une discussion avec son cloud provider, l'éditeur, est plus intéressant que d'aller directement devant les tribunaux. Euh, sur les conséquences en cas de non-conformité, c'est quoi les sanctions? Je suis fournisseur, cloud provider, je refuse, je ne respecte pas les obligations du Data Act. À quoi je suis potentiellement sujet en termes de sanctions? Alors les sanctions ne sont pas définies dans le Data Act, Ok. c'est chaque pays européen qui a la charge de définir dans son système les sanctions qui seront applicables en cas de non-conformité. Le but étant, la consigne étant quand même d'avoir des sanctions particulièrement dissuasives. Voilà. Donc, par exemple, en France, on a d'ores et déjà quelques illustrations de sanctions qui pourront être prononcées par l'ARCEP
et qui sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros, avec un coefficient multiplicateur lorsqu'il y a une réitération du manquement. Ok. Donc, par exemple, je donnais l'exemple des avoirs informatiques tout à l'heure, qui est une spécificité en France. Eh bien, une personne morale qui ne respecte pas les conditions sur les avoirs informatiques, eh bien, peut être sanctionnée à hauteur de 1 million d'euros et jusqu'à 2 millions d'euros s'il y a réitération du manquement. Mais pour d'autres manquements, on peut être sur un montant, voire un pourcentage qui est, alors pour certaines infractions, qui serait 3% du chiffre d'affaires mondial hors taxe, pouvant être porté à 5% en cas de réitération. Voilà. Ok. Merci pour ces précisions et enfin c'est des montants qui peuvent être faramineux au regard des chiffres d'affaires réalisés par certains éditeurs / cloud providers. Dernier point, peut-être un conseil sur le principal conseil qu'on doit retenir, que tu pourrais donner aux auditeurs de ce podcast pour transformer cette nouvelle législation sur un avantage dans la discussion, en cas de sortie ou une meilleure gestion des actifs. L'idée est que sur ce podcast, on reparte avec un point vraiment clé. Tu en as déjà donné beaucoup. Disons que je reviens à l'illustration que j'avais, hein, vraiment sur la gestion des actifs logiciels. C'est effectivement de voir dans quelle mesure cette réglementation peut déjà aider finalement à sortir ou à définir une stratégie de sortie pour des solutions pour lesquelles, à aujourd'hui, on n'envisageait pas sortir rapidement parce que on a par exemple un délai de préavis d'1 an ou de plus, et cetera. Là où le Data Act permet en fait de limiter le préavis à 2 mois. Donc c'est déjà en fait de cartographier, je dirais, dans son système d'information, quels seraient en fait aujourd'hui les outils où, si on avait la possibilité de sortir, on en sortirait. Et puis dans le cadre de la discussion des nouveaux contrats, eh bien, c'est de toute façon d'évoquer le sujet du data act, c'est ce que je disais, c'est Ouais. de l'identifier, de voir comment il est traité, de ne pas hésiter à creuser dans la discussion pour connaître un petit peu le ton qui sera donné avec tel ou tel éditeur. Ça peut être aussi un élément en fait de choix entre solutions, de se dire que tel éditeur, tel fournisseur semble plus enclin à en faire application qu'un autre qui, malgré cette réglementation, continue de freiner des cas de fer. Merci Nadège pour l'ensemble des précisions que tu as pu apporter. Merci à toi pour le temps. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de podcast sur Spotify, sur YouTube. C'est le premier podcast dédié au software, asset management, aux achats logiciels en français. On fait aussi des versions en anglais qui sont traduites automatiquement. Donc n'hésitez pas à liker, partager, à nous envoyer des sollicitations aussi pour traiter d'un sujet ou d'un autre. Vous pouvez nous retrouver donc sur LinkedIn. Je vais taguer Nadège sur LinkedIn. Et puis, est-ce que tu as un mot de la fin ou un petit sujet à mettre en avant de ton côté, Nadège? Globalement, je dirais bonne négociation, bonne discussion. Il y a ce sujet, il y en a d'autres, comme vous le savez, l'IA, et cetera. Donc je pense que 2026 verra fleurir encore de beaux sujets de discussion à venir avec tous éditeurs confondus. Merci à toi et à très bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup.